Donc on est au milieu de l'exercice 7. Dans l'exercice 7, en fait, on avait à faire un pont de Weston. Donc le pont de Weston, je vous refais ici, il y avait un générateur rayonnant de 10 volts qui alimente en fait deux ponts diviseurs. Attention, le premier, avec ces deux résistances R1 et R2 qui ont la même valeur de 1 kg. Le deuxième pont diviseur, avec ces deux résistances R3 et R4, qui n'ont pas la même valeur, parce que là il y a 820 ohms, et ici il y a 220. Et ensuite, on mettait une résistance ici R5 entre les deux. Et on faisait 500 ohms. Et l'objectif de l'exercice, c'est de calculer la tension au vent de la résistance de 500 ohms. Voilà. On avait démarré cet exercice par la méthode générale d'analyse des circuits. On a fléché les courants, les tensions, on a vu qu'il y avait beaucoup de mailles. On a vu qu'il fallait écrire 3 lois des mailles indépendantes, qui conduisaient à 3 équations et 3 inconnues. Résoudre un système de 3 équations à 3 inconnues. On avait quasiment tout fait puisqu'on avait isolé I5. I5 était le courant dans R5. Et donc il n'y avait plus qu'à résoudre une équation à une inconnue, d'accord. Je ne vais pas tout réécrire. Je ne vais pas aller au bout du calcul, je vais demander de le faire. Si vous l'avez fait, tant mieux. Quelqu'un l'a fait? Tant pis, non. Le gros système. Extraire I5 de la dernière équation. Tu as trouvé combien là? I5, je trouvais 0,0238 ampères. 0,00238. Ouais, 0,0238. C'est pas tout à fait la même valeur. Bon. Et en multipliant par 500 ohms, ça donnait 1, et quelques volts pour VS. Bah à la fin, une fois qu'on a I5, on fait R5 fois I5 et ça donne VS. Bon, je ne vais pas refaire ce calcul. Ce calcul, je l'ai fait avec le groupe 3. Et voilà, j'ai mis la vidéo sur YouTube, vous pouvez la regarder si vous voulez aller au bout du calcul. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est surtout de vous montrer qu'il y a des méthodes sans calcul, ou enfin, avec très peu de calcul. Donc on va essayer d'obtenir cette tension-là, en faisant quasiment pas de calcul. Une méthode directe. Et cette méthode directe, elle va être basée sur le théorème de Thévenin. Alors comment on va faire ça? Est-ce que j'ai trouvé passer ici? Alors, mon idée, c'est de... Voilà, je veux calculer cette tension VS. Eh bien, l'idée, c'est de dire, pendant toute une première partie, je vais enlever la résistance R5. L'idée, c'est de remplacer tout ce qui est autour de R5, qui va être connecté par R5 entre ces deux points que je vais appeler A et B, par exemple. Eh bien, je vais remplacer tout ça par un générateur de Thévenin équivalent. Donc j'ai appliqué le théorème de Thévenin. Et l'idée c'est de remplacer tout ça par un générateur de Thévenin. Alors je remets le point A, là vous voyez. Je remets le point B. Et entre les deux, je cale un générateur de Thévenin. Et je l'appelle ETH RTH. Et donc la première étape du travail, c'est de calculer les valeurs de ETH et RTH. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Oui. Pourquoi vous avez enlevé la résistance et vous avez remplacé par tout point disponible? Parce que, en fait, je vais remplacer tout ça par un générateur de Thévenin. Si tu veux, on va commencer par la fin. C'est-à-dire, mettons que je sois arrivé à faire ça. D'accord? Après, pour résoudre le problème final que j'ai à résoudre, je vais remettre la résistance R5 ici. Et remettre la résistance R5, ça revient à remettre la résistance R5 ici, puisque les deux circuits sont équivalents. Donc je remets R5 ici. J'ai mes deux points A et B, ben ici je retrouve la tension VS. Et une fois que j'ai ce circuit-là, comment je fais pour calculer VS? Ah non, je ne vais pas faire un modo. C'est quoi ce circuit-là? Non, c'est un générateur et deux résistances en série. D'accord?
un générateur de résistance en série, on a vu ça plein de fois, je crois que c'est le premier exercice de l'année. C'est quoi? C'est un pont diviseur de tension. Donc une fois que j'aurais fait ça, j'écrirais tout bêtement VS égale ETH que multiplie R5 sur R5 plus RTH et ça sera terminé. C'est bon pour l'objectif poursuivi. Donc maintenant je vais revenir sur mes pas. Temporairement j'efface R5. Je pourrais le faire par la pensée, mais bon ici je suis là pour expliquer, donc je l'efface carrément. Voilà, et je me dis, eh bien, que vaut, j'applique le théorème de Thévenin, donc que va valoir ETH, que va valoir RTH. Du coup, si on enlève du coup la résistance, il n'y a plus de VS. Alors effectivement, ce qui est ici, là, maintenant, c'est plus VS, c'est... Maintenant, ça, c'est ETH. Parce que dans ce circuit-là, il n'y a pas de courant, donc il n'y a pas de tension borne de résistance, donc la loi des maths donne que c'est ETH ici. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ici, ça sera plus VS, mais ça sera ETH. Et donc maintenant, il me faut une idée dans ce circuit pour calculer ETH. Alors comment je peux faire ça? Alors pour obtenir ETH, il y a une petite idée à avoir, un truc bête, c'est de flécher ces trois tensions. Celle-ci, je vais l'appeler VR2. Attention, c'est VR2 quand il n'y a plus R5. Et celle-ci, on va l'appeler VR4. Pourquoi ça change pas qu'il y a R5 ok? Ah bah si on a R5, on modifie le circuit, ça modifie la tension ici, ça modifie toutes les tensions. C'est plus le même circuit. Mais pour le grand, on raisonne uniquement sur ce circuit-là. Donc, voilà, c'est VR2 et VR4 quand il n'y a plus R5. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce qu'en fait, si on fait une petite maille ici, eh bien on s'aperçoit que VR4 plus ETH est égal à VR2. C'est bon pour tout le monde ça? Donc, si je la fais à l'envers, la chose, j'en déduis que ETH, ça sera VR2 moins VR4. Donc l'ETH, je peux écrire tout de suite que c'est VR2 moins VR4. Allez, je vais l'écrire comme ça, sans R5, pour bien expliquer la démarche. Allez, VR2, une technique pour obtenir VR2 très facilement. Oui, faire V avec on dit mais la maille VR1 un peu, non? Alors, cette maille-là, c'est encore plus précis que ça, c'est quoi ce circuit? C'est un pont diviseur. C'est un pont diviseur, les deux résistances sont égales, donc ils divisent par combien? On fait R2 divisé par R1 plus R2. Ouais, mais quand les résistances sont égales, on connaît un résultat, on a fait 50 fois. R2 ça fait 5 volts. Ça fait 5 volts. Donc, la tension vers 2, c'est 5 volts. La tension vers 4, bah, c'est la même chose, c'est un pont diviseur aussi. Sauf que les deux résistances ne sont pas égales. Bon, bah là, on va écrire. Hein. On va mettre moins. Et là, je vais mettre VE que multiplie R4 sur R3 plus R4. Voilà. Ouais, on pousse un peu le calcul, comme ça on a la valeur. 10 qui multiplie. Alors R4, c'est 220 sur 220 plus 800. Voilà, si quelqu'un peut faire le calcul. 0,21. C'est 2,16. Ah, j'ai plus moins 10 autant pour moi. Ouais. Moi, j'ai pas, c'est pas 2,16 normalement. Je suis un peu surpris. Sinon, vous calculez ça à part déjà. Pourquoi ça? Pour moi, VR2 et VR4, je ne les ai pas. Je m'explique. 2,88, 89, je sais pas. Plutôt 89 ou 88 88, ça passe un peu. 88. Alors, en fait, les deux, c'est la même chose, c'est des formules du pont diviseur. Le simple, en fait, est issu de ce pont diviseur. Et comme les deux résistances sont égales, il n'y a même pas besoin d'écrire le calcul, le pont diviseur divise par 2. Il y a 10 volts à l'entrée, en sortie, il y a 5. C'est votre pont diviseur de TP, celui-là. Et c'est celui qu'on a dans l'exercice voltmètre.
Bah oui, c'est fait pour ETH, il n'y a plus qu'à faire RTH. C'est quoi la méthode pour faire RTH? Vous vous souvenez? 3 étapes. Première étape. Et de couper le couper l'alimentation. Alors, on ne dit pas couper, on dit éteindre le générateur. C'est-à-dire, lui, je vais le remplacer par un générateur de 0 volts, un générateur de 0 volts. On l'a vu la dernière fois, c'est un fil. Donc je mets un fil là, à la place de ce générateur. Voilà. Deuxième étape. Je fais quoi? Eh bien, entre les deux bornes A et B, là, je branche un nomètre. Allez, je vais le mettre ici. Voilà. Et je me pose la question de savoir ce que mesure l'ohmètre. Pour répondre à cette question, il faut que je recherche s'il n'y a pas de regroupement de résistance possible, soit en série, soit en parallèle dans ce circuit-là. Est-ce que quelqu'un voit une association possible de résistance? Je vais regarder un petit peu. Oui. Je comprends pas ce que vous voulez dire par on voit si ça s'associe à la résistance. Est-ce qu'il y a des résistances en série ou en parallèle dans ce circuit? Ouais, elles sont comment? Alors vous vous souvenez ce que c'est, la petite phrase qui permet de savoir que les résistances sont en série? Au même point de potentiel, non, ça c'est en parallèle. En série, c'est tout le courant qui sort de l'une n'a pas d'autre choix que d'aller dans l'autre. Est-ce que tout le courant qui sort de R1 est obligé d'aller dans R2? Non, l'inverse, R2 il est obligé d'aller là. Bah non. Bah non, si en fait, l'ohmètre il dévie du courant. Donc en fait, ça ne marche pas. Donc R1 et R2 ne sont pas en série. Alors qu'elles étaient dans le schéma d'origine. Quand il n'y avait pas l'ohmètre, les deux étaient bien en série. Alors l'autre association possible, ouais, tu as vu? On a R1 et R2 en parallèle. Oui, vous voyez que R1 et R2 sont en parallèle? Non, ça ne saute pas aux yeux? C'est quoi la petite phrase pour les résistances en parallèle? Tu nous l'as dit? Il faut qu'elles soient connectées entre les deux mêmes points de potentiel. C'est là que vous allez comprendre l'intérêt de la petite phrase. Parce que là, il suffit de se poser la question. R2 est connecté entre A et, on va l'appeler B, si vous avez envie, j'ai fait, on va l'appeler C. D'accord? Et R1 est connecté entre A et celui-là, je l'appelle comment? C. Pourquoi je l'appelle C? Pourquoi je l'appelle pas D? Non, parce que tout ce qui est C, c'est égal à. Parce que maintenant, en intergénérateur, il y a un fil là. Donc c'est tout pareil. Donc c'est tout le même point de potentiel, ça. Donc R1 et R2 sont connectés entre les mêmes points de potentiel. Elles sont en parallèle, c'est certain. Je vous redessine ça un peu autrement. Vous avez le point A. Pour aller du point A au point C, j'ai deux chemins possibles. J'y vais soit par R1, soit par R2. Une fois que je suis au point C et que je vais aller au point B, combien de chemins possibles? Bah, je peux aller par R4 ou je peux aller par R3. R4 et R3 sont toutes les deux entre C et B. Elles sont donc en parallèle. Voilà. Et donc la résistance de T1, ça va être quoi? Là, je mets R1 en parallèle avec R2, ça me fait une première RF. La deuxième RF, c'est R3 en parallèle avec R4. Et ces deux RF, elles sont comment à la fin? Elles sont en série. Voilà les RTH. Allez, R1 parallèle R2, ça fait 1000 ohms en parallèle avec 1000 ohms, ça fait 500 ohms. R2 parallèle avec R3, ça fait 820 parallèle avec 220. Ben ça, vous me placez dans la machine. Et puis on rajoute à 500, et puis ça nous donnera RTH. Allez, on va regarder 673, ça va suffire.
a celle-ci ou la formule avec les inverses. Hein, vous pouvez faire 1 sur 820 plus 1 sur 220 et le tout exposant moins 2. C'est RTH, ça? Ouais, c'est RTH. Voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, on enlève nos ustensiles de détermination de RTH. Hein. On remet tout. Voilà. On remet la résistance R5 comme on avait indiqué dès le départ. Et à la fin, il n'y a plus qu'à appliquer cette formule-là, c'est-à-dire l'écrire ETH, c'est 2,88. Je multiplie le R5, c'est 500 sur 500 plus 673. Le 2,88, c'est ce qu'on a calculé, avant. Ouais, c'est le ETH. ETH que je vais injecter là-dedans. Et pourquoi il apparaît dans le calcul de VS, ETH? Parce que quand je rebranche R5 ici, la tension qui est ici, c'est que ETH chez VS. Et que ça, c'est un pont diviseur. Donc j'applique la formule du pont diviseur. Et la formule pour calculer 820 en parallèle avec 220, c'est laquelle déjà? Et bien c'est parce que R3 est en parallèle avec R4. Oui, mais c'est laquelle de formule, je ne sais plus. Ah, bah tu as le R3 fois R4 sur R3 plus R4, ou la formule des inverses. D'accord. Et R4, on a fait comment pour. Ah non, VR4. Ah oui, non, j'arrive. Quelqu'un a un résultat là? Ah, bon. Enfin, ce qui est important, c'est la méthode et vraiment le résultat. Donc on retrouve un vote lequel, comme avec la méthode précédente. Alors oui, vous voyez, on a fait beaucoup de gymnastique d'esprit, mais au niveau calcul, c'est rien à côté de la dernière fois. Rien. On est à quasiment zéro calcul. Donc ça, c'est la puissance de T20. C'est beaucoup de gymnastique d'esprit, très peu de calcul. Voilà. À vous de choisir. Oui. Tu peux expliquer pourquoi ETH c'est VR2 moins RTH et pas VR5 moins RTH? J'ai fait une loi des. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Alors, on pourrait passer à l'exercice suivant là. Je vais vous montrer une autre méthode qu'on aurait pu envisager, que vous auriez, dont vous auriez pu avoir l'idée, qui est un peu moins rapide que celle-là, mais qui conduit au résultat assez bien aussi. Je ne sais pas si on va déployer jusqu'au bout, mais c'est pour vous montrer. J'efface ça, c'est bon? Non. Il n'y a pas grand-chose d'écrit. Mais en fait, là, il y a beaucoup de schémas qui bougent. D'accord? Vous avez vu, le schéma, il bouge. Un coup, on raisonne sur un schéma, un coup sur un autre, un coup sur un autre, etc. On va laisser ça et je vais refaire la deuxième méthode ici. D'accord? La deuxième méthode, c'est de se reposer sur ce qu'on avait fait dans l'exercice précédent. Dans l'exercice précédent, je vous avais appris à remplacer un pont diviseur par un générateur de T20. Et ici, si on regarde bien, des ponts diviseurs, il y en a un là. D'accord? Et bien mécaniquement, je peux remplacer lui par un générateur de T20 puisqu'on a appris à le faire. Donc si je le remplace par un générateur de T20, là, je vais le remplacer comme ça. Et je vais écrire RTH, ETH. Ça. Voilà. Ici, j'aurai le point A. En bas, c'est le point C. Voilà. Le ETH, eh bien, c'est la tension qu'on a entre là et là quand on tient compte, on ne tient pas compte de ces composants. On les efface par la pensée. Et ici, comme c'est un simple pont diviseur qui divise par 2, ETH vaut 5 volts. Et ensuite, quand on a affaire à un pont diviseur, on a vu la dernière fois que la résistance de T1, c'est les deux résistances en parallèle. C'est-à-dire ici, on met R1 parallèle à R2, ça fait 500 ohms. Okay. Une fois qu'on a fait ça,
Ensuite, on a la même idée pour le deuxième bon diviseur, celui qui est ici. Alors ici, il faudrait que je mette le générateur. Parce que, il faudrait que je prenne tout ça. On va changer de couleur. Je fais tout ça là. C'est un peu bizarre en fait. Voilà. Je prends tout ça et tout ça. D'accord. En gros, ces deux résistances alimentées par du divol, c'est un bon diviseur. Je peux remplacer ça par un générateur de T1. Je me le mets en place ici. Voilà. On va appeler ça RTH'. RTH', ça sera les deux résistances en parallèle, parce que c'est toujours les deux résistances du pont diviseur en parallèle. Et ETH', c'est la tension qui sort du pont diviseur, c'est-à-dire, ce qu'on a déjà calculé ici, c'est 10 fois 220 sur 820, 220 plus 820. Ici, c'est 820 parallèle avec 220. Okay. Vous faites les calculs. En fait, les calculs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on tombe sur les mêmes calculs qu'avant. En fait. 820 parallèle 200, on l'a déjà fait. Ça, c'est le ETH'. Dans le ETH', je crois que vous avez oublié le 5. Le 5 moins 10 fois 220. Non, le ETH', c'est juste cette partie-là. Ah ouais. C'est ce qui sort de ce pont diviseur quand il n'y a pas R5. Bon. Là, quand on a VR5, le ETH', c'est la tension VR4. On n'a pas la résistance. C'est quoi? C'est la tension qu'on obtient avant de R4 quand on a plus de 10 volts sur R3 et R4 en série. Donc en fait, j'obtiens en faisant une formule du pont diviseur. Si tu veux, j'ai pas mis les lettres, hein, ça c'est 10 volts, c'est VE. Je multiplie R4 sur R3 plus R4. Autant le premier pont diviseur, je n'ai pas écrit puisqu'il divisait par 2, donc c'était vite fait. Autant là, ça ne divise pas par 2, alors il faut faire calcul. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous savez que ce circuit-là est équivalent à celui-là. Et pour obtenir la réponse à la question, il faut remettre R5 dans les deux circuits. Voilà, et quand on a remis R5, et bien ici, le VS, on l'a ici. Alors est-ce que ça gagne du temps ce truc? Ben, pas tant que ça finalement, parce que maintenant il faut quand même apprendre à raisonner sur ce circuit-là. Okay. Et puis pour avoir VS ici, donc il reste que quelqu'un a une idée technique pour avoir VS. Ce circuit, je pense le plus simple, c'est de remarquer que ce circuit il n'a qu'une maille et qu'un courant inconnu. On est d'accord? Donc vous fléchez le courant dans un sens ou dans l'autre. Ben, le 5 volts, ici, je ne sais plus combien c'est, ça qu'on fait entre 2,11. Voilà. Donc si on fait avec les points de potentiel, hein, il y en a un qui a plus 5 ici, si on met le 0 là. Vous avez plus 5 là, le plus. Vous avez plus 5 volts ici, le potentiel, ici vous avez plus 2,11 volts. À partir de là, vous pouvez donc vous fléchez votre courant comme ça. Et là, il y a deux solutions. Soit vous faites la loi des mailles, et ça vous donne le titi. Si vous multipliez par R5, ça vous donnera VS. Il n'y a qu'une maille. Pas compliqué, là, il n'y a pas 50 équations à résoudre. Monsieur, comment ça peut nous donner petit? J'ai pas compris. Quand tu écris la loi des mailles, ta seule inconnue, ce sera. Ah, c'est parti. Ouais. Une autre technique encore plus rapide, c'est de dire si j'ai plus 5 volts ici, et plus 2,11 volts ici, la différence de potentiel entre là et là, c'est 5 moins 2,11. C'est-à-dire les 2,88. Et ces 2,88, ça s'applique aux bornes de ces trois résistances en série, qui constituent le REC aussi. D'accord? Donc vous pouvez dire que le courant ici, ça sera 2,88 volts divisé par la somme des trois résistances. Comme ça, vous avez direct votre courant, et après, vous multipliez par R5 et ça fait VS. Ok? Bon, j'écris pas tout. En fait, cette deuxième méthode, là, elle est un peu moins rapide que la première.
Enfin, que la précédente. Mais elle est quand même plus rapide que la toute première qui consiste à utiliser la méthode générale. Oui. Est-ce que pour le ETH prime, on aurait pu mettre R4 sur R3 sur R3 plus R4? Non. Le ETH', c'est cette tension-là, c'est la tension bande de R4. Donc il faut bien mettre R4 au numéraire. Mais comment on sait que c'est bande de R4 ETH prime? Parce qu'en fait, j'ai remplacé le toit, le point A. J'ai pas mis ce point-là, c'est le point B. D'accord? Donc en fait, j'ai remplacé ce circuit-là entre B et C, c'est-à-dire bande de R4. Oui. Est-ce que, en haut, au-dessus de la résistance, on a aussi des calculs de console ou pas? Ici, là? Ouais. Ah bah non, non, parce qu'il y aura une tension au bande de cette résistance. Non, pas du tout. Voilà, mais de toute façon, quand vous autodépotiquez, vous connaissez toutes les tensions, vous connaissez le courant et toutes les tensions, vous connaissez tout. Ok. Allez, on va enchaîner avec l'exercice suivant, le temps que je fasse le tableau. Vous avez un circuit un peu compliqué, il faut essayer de trouver le générateur T1 qui va. Oui, ouais, j'arrive, je vais faire le tableau. Ah, ça veut dire équivalent, ça. C'est-à-dire, le schéma est équivalent. J'aurais pu mettre un égal si tu veux, mais je pense que plus dire équivalent que égal. Bon, si on applique le théorème de T1 là, directement, comme on va essayer de faire, hein, le TH sera égal à quoi dans cette on va déjà aller au bout, hein. ETH. De toute façon, ETH, on est d'accord que la tension qu'on va obtenir ici, ouais, c'est VAB, mais ça sera aussi ETH. Pourquoi c'est aussi ETH cette tension? Parce que dans ce circuit-là, comme il n'y a pas de courant, la tension de bande de résistance ici vaut 0, fait le démal, ça fait VAB égale ETH. Donc ça veut dire qu'en fait, le ETH il est égal à VAB. De toute façon, vous savez, c'est le théorème de T1. Il me disait ça déjà. Que ETH est égal à VAB. Alors. Zéro tension parce qu'il n'y a pas de courant. Donc quand tu fais R fois I, ça fait R fois 0, ça fait 0. Bah là, dans le circuit tel qu'il est dessiné, il n'y a pas de courant. Le point. Ah là, j'ai inversé là. C'est le point A. Le point A, c'est une voie sans issue, quoi. Il n'y a pas d'échappe. Le courant ne peut pas s'échapper. De toute façon, c'est le terme de T1. Le terme de T1, il dit que la tension de T1, c'est la tension qu'on a au bord des deux points de connexion du circuit. Donc c'est VAB. Là, je rejustifie un peu je redémontre le terme de T1. En fait, le résultat, c'est que le TH, là, c'est VAB. La question, c'est est-ce qu'il y a un moyen facile pour calculer VAB? Autrement dit, est-ce que dans ce circuit-là, je peux reconnaître, je ne sais pas, soit des ponts diviseurs, soit des résistances en série, en parallèle, ou des générateurs T1 en parallèle? Est-ce qu'il y a ça dans ce circuit? Lesquels? Alors, plus 0, celui-là, là, avec R, avec cette résistance là, et bien il n'est pas en parallèle. Parce que s'il était en parallèle, il faudrait qu'il soit connecté entre les deux mêmes points de potentiel. Alors ce point-là et ce point-là, c'est pareil. Donc c'est vrai. Vers un V2, C'est pareil, vers un V2, là c'est bien les deux mêmes points. Par contre, en haut et en haut, c'est pas les mêmes points. Ou vers un V2, ces deux points-là, c'est pas les mêmes. Ouais, où est-ce qu'il y aura un pont diviseur?
Là. Et puis Il y l'autre. a deux résistances en dessous. Celle-ci là. Non. Enfin, oui, Ces deux-là. Oui, oui, on peut trouver. Mais il faudrait qu'elles soient en série, les résistances. Elles sont en série puisqu'il y a du courant qui veut partir par là. V2, c'est un générateur quelqu'un. V2, c'est un générateur de tension. Et avec une résistance en série, le tout devient un générateur de. Bon, cherchez pas plus longtemps, il n'y a pas de simplification évidente comme ça. Donc en fait, si on veut vraiment calculer DAB, là, on n'a que la méthode générale. Pour le moment. Et si on fait la méthode générale, on va se payer un circuit à 3 mailles indépendantes. 3 mailles indépendantes, ça veut dire 3 inconnus en courant principal et un système de 3 équations à 3 inconnus résolus. Autrement dit, ça va être un peu galère. Donc on va, tant pis, on va laisser tomber dans un premier temps. On va essayer d'obtenir RTH. Allez, RTH, on va essayer d'écrire quelque chose. Alors RTH, pour obtenir RTH, vous vous souvenez de la méthode. Qu'est-ce que je fais en premier? J'éteins les générateurs. Allez, j'éteins. Deuxième étape, ici je branche un. Bah, tu fais un schéma brouillon rapidement. Faut que tu le fais mentalement, comme tu veux. Ce qui est important, c'est d'avoir la bonne formule à la fin. Allez, dans ce nouveau schéma, vous voyez, les modifiés là, est-ce qu'il n'y aurait pas cette fois des associations de résistance? Puis il n'y a plus que des résistances, de toute façon. Qu'est-ce qu'on a comme association de résistance? On a des premières résistances à gauche qui sont en parallèle. D'accord, là on peut faire 2 R en parallèle avec. Allez, j'écris tout de suite. Une fois que je remplace ces 2 résistances par une seule. Une RX. On est d'accord que la RX va être en série avec R. Donc ensuite je vais faire plus R. Et je mets bien une parenthèse pour faire la priorité des opérations. Ici là? Oui, mais si c'est 2, je les regroupe en une seule. Il n'y a plus de poids. D'accord? Ensuite, si je remplace toutes ces résistances par une avec la nouvelle, tout ça, c'est une seule R. Et bien, je se retrouve en parallèle avec ceci. Donc, cette R avec la 1, ici, je la remets en parallèle avec 2R, et ça donne la règle de tout ça. La règle de tout ça se retrouve en série avec R. Donc, je remets encore un gros crochet là. Plus R. J'ai la règle de tout ça. Et la règle de tout ça se retrouve en parallèle avec la dernière qui est ici. Donc je remets un super crochet, je ne vais pas le faire en deux en haut. Dieu. Alors ça fait peur comme ça, ouais. C'est quoi? Pourquoi le R avant la parenthèse rouge, il est avant le crochet, alors qu'à gauche, il est dans le crochet? Celui-là? Oui. Et là, parce qu'en fait, quand j'en étais ici, je crois que c'était tout ça là, tout ce gros crochet là, et cette R est là, celle qui est entre ces deux points, de ce côté. Et elle se retrouve en série avec celle-là. Bon, je le fais un peu vite. Et regardez, ça a l'air complètement barbare ce truc-là, mais en fait c'est assez facile. 2R en parallèle avec 2R, ça fait combien ça? Ça fait R. Ça fait R. R plus R, ça fait 2R. 2R. Ah, d'accord. 2R en parallèle avec 2R, Ça fait R. on retrouve R plus R, ça refait 2R, et à la fin 2R en parallèle avec 2R. RTH, ça sera tout simplement R. Comment c'est que 2 heures en parallèle avec 2 heures? Parce que depuis un petit moment maintenant, on a dit quand on met en parallèle 2 résistances identiques, ça fait une résistance moitié. Là, c'est à chaque fois, on a des valeurs de résistance différentes, ça nous fait un gros calcul. Ouais, mais là, ça tombe bien. Ouais. Et tu verras que c'est pas un hasard ce circuit. C'est pas n'importe quoi ce circuit. Je vous expliquerai tout à l'heure. Bon, allez, c'est la première méthode. On va essayer de faire ça d'un bloc. De toute façon, on va buter sur VAB.
enfin sur ETH, et on n'a pas envie de faire la méthode générale. Donc on va s'y prendre autrement. On va essayer de faire les choses plus simplement. Déjà, c'est plus simple. Voilà, je peux effacer là. Et parce que du coup, monsieur R, il correspond à quoi là? À ce relève de mètre? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors ce que je fais déjà, on va revenir sur le schéma initial. Parce que là j'étais en mode résistance de Thévenin, donc on remet tout comme au départ. V0, V1 et V2. Voilà. Ça je vais effacer, parce que je vais m'y prendre autrement. Vous avez le temps de noter la formule, là c'est bon? Alors, contrairement à l'exercice précédent, vouloir tout faire d'un coup, là, c'est un peu trop compliqué. Je dis, l'exercice précédent, on a fait un théorème de Thévenin quasiment tout d'un coup, ça marchait assez rapidement. Ben là, on va faire plutôt la méthode de petits pas, c'est-à-dire on va faire du théorème de Thévenin, mais petit morceau par petit morceau. C'est-à-dire que dans ce circuit-là, je vais essayer d'isoler une partie qui est reliée au reste du circuit par seulement 2 connexions. C'est juste la contrainte, il faut qu'il y ait seulement 2 connexions. Quelle partie de ce circuit je pourrais bien isoler et qui soit reliée au reste du circuit seulement par 2 connexions? Une sous-partie du circuit. Une petite partie du circuit. Oui, Les deux, en haut. Ces deux-là? Oui. Non, R et F. Là? Ouais, pour qu'il y ait 2 points de connexion, il faut que j'intègre le générateur aussi. Ok, allez, on fait ça. Donc je pars comme ça, je prends cette première partie du circuit. Et bien, cette première partie du circuit, et elle seule, je la remplace par un générateur de Thévenin. C'est-à-dire, je commence par redessiner le circuit. Donc, ETH, RTH. Voilà, et ça. Je le mets dans ma patate orange, là, pour bien. Et puis je sais que ça va être connecté au reste du circuit. Donc je refais le reste du circuit pour que ça reste bien équivalent. Et 1, B2, 2R, 2R, R. Ensuite, je vais déterminer tout de suite les valeurs de ETH et RTH. Et ça ne va pas être très compliqué. Parce que si vous regardez bien, ce qu'il y a dans la patate orange, là, bah, c'est un générateur et de résistance en série cette fois. Si je considère tout seul. Ce circuit-là. C'est-à-dire quand j'applique les mains, en fait, temporairement, je commence à effacer tout ce qui est autour de ma patate orange. Alors moi je ne vais pas effacer parce que ça serait trop long de tout écrire, donc je déconnecte. Et je m'aperçois que ce qui est remplacé par mon générateur de Thévenin, eh bien ça c'est un bel pont diviseur. Ça c'est un pont diviseur. Donc je peux appliquer le résultat du générateur de Thévenin équivalent au pont diviseur. Quand on fait ça, on sait que la résistance de Thévenin du pont diviseur, équivalent au pont diviseur, c'est les deux résistances en parallèle, comme on a vu dans l'exercice 6, je crois. Donc là, je vais en déduire quoi? De ça, on va le mettre même ici, hein. RTH, c'est R en parallèle avec. Non, c'est 2R en parallèle avec 2R. Et 2R en parallèle avec 2R, ça fait R. Donc RTH vaut R. Et la tension de Thévenin, eh bien, c'est la tension sortie du pont diviseur. Vous voyez, ce pont diviseur, il a deux résistances identiques. Donc, il a deux résistances identiques, il va diviser par 2. Donc, en fait, le ETH correspondant, eh bien, ça sera V0 sur 2. On porte ici, mais V0 sur 2. J'ai pas compris, quand on demande à gauche, on n'a pas dit que c'était en série, que c'était en dérivation. Je comprends, on a dit tout à l'heure que c'était en série, on met que c'est en dérivation. Alors, les résistances, dans ce circuit-là, sont en série. Par contre, quand on fait le théorème de Thévenin pour obtenir un TH, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu dois te souvenir, que là, on met un fil et on branche un momètre. Et quand on fait ça, cette fois, les résistances sont en parallèle.
On l'a fait dans l'exercice 6. En fait, je réutilise le résultat de l'exercice 6. Oui. Et du coup, ETH, on trouve les 2 sur 2 parce que les deux résistances sont de la même puissance. Voilà, de la même valeur. Voilà. En nous. Parce que elles ne seraient pas de la même valeur, on serait obligé de mettre. Il va falloir écrire la formule du pont diviseur. Et bien, ETH, il faut que tu revoies l'exercice 6. Parce qu'en fait, c'est l'exercice 6 qu'on est en train de refaire. D'accord. Il est en vidéo, si tu veux, tu as les explications. On avait établi exactement ça, l'exercice 6. Voilà. ETH, c'est la tension qui est entre là et là, c'est aussi la tension au bord de cette résistance, c'est-à-dire d'une des résistances du pont diviseur. Et quand les deux résistances sont égales, le pont diviseur divise par 2. On l'a fait ça aussi. Ça, on l'a déjà vu avant, si tu veux. En fait, moi je compte sur vous pour capitaliser les connaissances au fur et à mesure. C'est important ça. Parce que vous voyez, je réutilise ce que j'ai acquis comme connaissance avant. C'est très important. Allez, étape suivante. Étape suivante, on va être un tout petit peu plus ambitieux. Donc cette fois, je raisonne sur ce circuit-là. Et je vais dire, je vais m'en prendre un petit peu plus. Allez. Toujours connecté par 2 points de connexion, je vais prendre tout ça. Et tout ce qui est dans ma patate verte, je le remplace par un générateur de T1 équivalent. Mais monsieur, comment ça se fait c'est possible alors qu'on a R et 2 R? Tout à l'heure, vous n'avez pas dit que c'était pas en parallèle, du coup? Tu veux prendre la patate verte, hein? Ouais. J'ai droit. J'ai certé un bout du circuit qui est relié au reste du circuit par 2 connexions. Le terme de T1 me dit que j'ai le droit de le remplacer par un générateur de T1. Je fais ça. Donc je redessine le générateur T1 équivalent tout de suite. Je le dessine. On va l'appeler ETH' en TH'. Voilà. Je vais bien le cercler en vert pour que vous compreniez bien que ça remplace ce qui est ici en vert. Et ensuite, j'aurai R. R, R et V2. Et pour vous repérer bien, je remets les points A et B là. Voilà. Et là, il faut que j'ai une petite idée pour calculer le TH' et RTH'. Alors pareil, on va faire abstraction des composants qui sont en dehors de la patate verte. Ils n'ont rien à voir avec le générateur de T1 équivalent, puisque ce générateur de T1 modélise seulement ces composants. Donc là, on déconnecte. Et simplement, une fois que j'ai déconnecté, la tension que j'ai entre les 2 points de connexion ici, entre là et là, bah ça c'est le TH'. Alors il faut avoir une petite idée pour calculer le TH'. Donc en fait, il faut regarder le circuit de la patate verte, voir si on ne peut pas le simplifier, déjà un petit peu, et puis voir si c'est pas un circuit connu. En fait. Alors quelle simplification évidente on a là-dedans? Oui. On a 3 résistances en série. Si on enlève, si on éteint le générateur, V1. Voilà. Alors, il y a 3 résistances en série, c'est vrai. Par contre, si je mets une règle de tout ça, je fais disparaître ce point-là, et je perds le TH'. Donc, on ne va pas utiliser le fait que celle-ci est en série avec celle-là, on va juste faire ces 2 en série. Donc ces 2 en série, vous êtes d'accord, ça fait une REC égale à R plus R, ça fait. Donc ça c'est très bien, première chose. Et après le circuit là, mettons je remplace par une RF. Je le fais mentalement. On l'a dessiné, mais bon. Ce circuit qui reste, est-ce qu'il n'est pas connu? Si, c'est un pont diviseur. Non, parce qu'il y a 2 générateurs, tu vois. Un pont diviseur, il n'y a qu'un seul générateur et un autre. C'est l'exercice qu'on avait. C'est le schéma de l'exercice 7, mais sans la résistance. C'est 1000 même, ça. Ça, c'est un générateur T1. Et ça, c'est un autre générateur de
T1, ils sont connectés entre les deux mêmes points de potentiel. Ils sont donc en parallèle, ces deux générateurs de T1. C'est le cas d'application de la formule de Millman. Donc ETH, on va l'obtenir par la formule de Millman, ETH'. Et la formule de Millman, vous vous souvenez ce qu'elle dit? Et sur R. Avant même le 1 sur R et compagnie. Qu'est-ce qu'elle dit? On pourra l'écrire ça, mais elle dit quelque chose de plus simple que ça encore. Nous dit que la tension U est égale à la moyenne des tensions E1 à EN affectées respectivement par la position 1 sur R1 à 1 sur La tension E, c'est la moyenne, ETH'. Donc il suffit de faire la moyenne de V1 et de ETH. Et regardez les coefficients. Le coefficient pour V1 c'est 1 sur 2R. Et le coefficient pour ETH c'est 1 sur 2R. C'est le même coefficient pour les deux générateurs. Quand vous faites une moyenne et que vous avez le même coefficient pour chaque note, il suffit de faire A plus B sur 2. D'accord? Ça revient à faire une moyenne sans coefficient. Donc en fait, le ETH', il va s'exprimer très simplement, ça sera ETH plus V1 sur 2. Vous voyez, remarquez que c'est Millman qui nous permet de détailler Millman avec les mêmes coefs pour les deux tensions. On calcule un petit peu, on arrange le coup. ETH, c'était V0 sur 2, plus V1, le tout divisé par 2. Bah, V0, si je divise par 2, je redivise par 2, ça revient à diviser par 4. Et puis le V1 va être divisé par 2. Donc ETH', ça sera V0 sur 2 sur 4, plus V1 sur 2. RTH' maintenant. Alors comment on fait pour avoir RTH'? Je sais pas, on fait mentalement. Première étape, qu'est-ce que je fais? J'éteins le générateur. Allez, hop, un fil. Ensuite, là, je branche un ohmètre entre là et là. Et qu'est-ce qu'il va avoir comme résistance? C'est R en parallèle avec des R. Ouais, 2R en parallèle avec R. Ça fait 2R en parallèle avec 2R, on est d'accord? Ça fait R. C'est ça, c'est RTH plus R. C'est celle-là, d'accord. Et puis à la fin, ben, je ne veux même pas serrer, ça ne sert à rien. On est dans la dernière ultimate. Et bien on va remplacer tout ce qui reste par l'ultime générateur de T1. Allez, je vous laisse 5 minutes pour faire tout seul. Normalement, c'est complètement analogue à ce qu'on a fait juste avant, donc vous devez trouver les résultats très facilement. Qu'est-ce que j'ai fait ici là? Plus. Donc, je remplace TH', on a dit que c'était V0 sur 4. Plus V1 sur 2, plus V2, tout divisé par 2. Et à la fin, ça nous donne donc ETH seconde égale. Donc divisé par V0 divisé par 4 et par V, donc divisé par 8. Le V1 est divisé par 4 et le V2 est divisé par 8.
RTH prime, c'est quoi là? Ça veut dire que c'est RTH le nom, pardon. RF prime en parallèle avec 2 R. Alors je vais l'écrire un peu directement. RTH prime. RF prime, t'es d'accord, c'est RTH prime. R prime plus R. En parallèle avec 2R. Donc ça va faire 2 R en parallèle avec 2 R. Ce truc-là, ça fait 2R en parallèle avec 2R, et on trouve bien R. Vous vous souvenez, on a trouvé ça la première fois, avec la grosse formule. C'est bon. Voilà, c'est plié. Moi, comment on fait RH plus R? Parce que ces deux résistances sont en série. Ah, ouais, ok. Et comme c'est un peu ce qu'on avait fait ici, là, tu vois, les règles de ces deux. Et on met en parallèle avec le 2R. Avec le DR là, parce que quand on éteint les générateurs et qu'on branche au mètre, les deux branches sont en parallèle. Au final, il faut faire laquelle? La première ou la deuxième méthode? Parce que la première était assez vite. Hein. Et la première, on n'obtenait pas ETH. On avait laissé un gros point de suspens, en suspens sur ETH. On a dit qu'il faudrait faire la méthode générale sur résoudre 3 équations à 3 inconnus. En fait, il va beaucoup plus vite pour calculer juste la résistance. En fait. Voilà. Et encore, on a fait, il faut faire pas mal de luminosité, mais on n'a pas ETH. Et c'est vrai, RTH, on peut le voir de manière un peu fulgurante, juste en regardant le circuit, en faisant des raisonnements un peu mentalement, on voit tout de suite ça va faire R. On peut le voir très très vite. Ça. RTH égalé, on peut le voir très très vite. Je vais faire ça. Ok, c'est un exercice qui s'intitule CNA. Est-ce que vous savez ce que ça signifie CNA? Alors parce que c'est le terrain de Thévenin qui est comme ça. Quand on veut obtenir la résistance de Thévenin, la méthode c'est j'éteins le générateur et je branche un ohmètre. C'est la méthode pour obtenir la résistance de Thévenin. Ça, il faut savoir le faire. C'est la méthode. Oui. Ça veut pas dire convertisseur numérique analogique, comme ça? Si, ça veut dire convertisseur numérique analogique. Est-ce que vous savez ce que c'est finalement un convertisseur numérique analogique? Numérique, ça avec des 0 et des 1, et analogique, ça avec plein de. C'est à peu près ça l'idée. Un convertisseur numérique analogique, à l'entrée, il y a une donnée numérique. Et une donnée numérique, c'est un nombre binaire. Un nombre constitué de 0 et de 1. D'accord? C'est ce qu'on a dans la mémoire des ordinateurs. Et la sortie analogique, typiquement, ça peut être une tension en volts, ou un courant en ampères, ou en milliampères, ou une autre grandeur, peu importe. C'est une grandeur qui peut prendre une infinité de valeurs. Une grandeur analogique. Comme une tension, là, ça peut prendre tout un tas de valeurs. Et l'idée de cette conversion, c'est que la tension, on va raisonner sur une tension en sortie, hein, c'est que la tension en sortie soit proportionnelle au nombre binaire qu'on met à l'entrée du convertisseur. On met un nombre binaire, et ça correspond à une valeur, et on va y faire correspondre une tension proportionnelle. Ça permet par exemple de faire tourner un moteur à une vitesse de. Par exemple. Je vous donnerai, on va traiter le cas d'exemple tout de suite. Donc l'endroit typique où vous avez ça, ces convertisseurs analogiques, numériques analogiques, c'est chaque fois que vous avez une donnée sous forme numérique et que vous voulez à la fin un signal analogique. Typiquement, quand vous avez un baladeur MP3, votre musique elle est au format numérique, elle est stockée dans la mémoire de votre baladeur, sous forme de 0 et de 1. Par contre, ce que vous avez besoin d'envoyer sur le haut-parleur ou le casque, pour faire du son, c'est une tension électrique, en volts. D'accord ? Et je dis une tension, mais attention, c'est une tension qui n'est pas constante, parce que si la tension est constante, ça fait bouger la membrane au moment où on l'applique, mais après elle ne bouge plus. Mais si on veut faire du son, il faut faire vibrer la membrane. Il faut la faire bouger. Donc il va falloir appliquer une tension qui varie au cours du temps. Et c'est les variations de tension au cours du temps qui vont faire varier la position de la membrane et la faire vibrer et émettre du son. D'accord ? En tous les cas, à un moment, il faut transformer un nombre binaire, un nombre de 0 et de 1, en une tension pour l'appliquer aux bornes du haut-parleur ou du casque. Donc typiquement, dans un convertisseur, un baladeur MP3, vous aurez non pas un convertisseur numérique analogique, vous en avez deux. Pourquoi deux? Pourquoi deux? Un pour les 0, un pour les 1. Non, il y a un pour chaque oreille.
Ben ouais, vous avez deux oreilles. Donc vous avez un son dans une oreille et l'autre son dans l'autre oreille. C'est la stéréo. Alors on va regarder comment, avec ce circuit-là, on peut faire un convertisseur numérique analogique. Pour ça, on va regarder le circuit, j'efface toutes les étapes intermédiaires. On va dire j'en ai plus besoin. Voilà, puis on va regarder le résultat final. Et pour comprendre ça, il faut comprendre la logique des nombres binaires. Donc un nombre binaire, c'est composé de 0 ou de 1. Par exemple, j'en mets un comme ça à 3 chiffres. C'est quoi la différence avec les nombres en base 10 ? C'est au lieu de compter en base 10, on compte en base 2. Et en base 2, qu'est-ce qui va changer fondamentalement par rapport à la base 10 ? C'est ça le truc. Eh bien, en fait, quand on compte en base 10, le premier chiffre, il peut prendre 10 valeurs différentes. Il peut prendre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc quand on fait basculer le chiffre qui est au-dessus, d'accord, et bien le chiffre qui est au-dessus a un poids qui vaut 10 unités. Voilà. Et puis après, on appelle ça donc le chiffre des dizaines, et celui-là le chiffre des centaines, parce qu'il faut 10 dizaines pour faire une centaine. Quand on compte en base 2, en fait, on compte 0, 1, et puis ensuite c'est fini. On peut pas, le 2 n'existe pas, si vous voulez. Donc on fait 0, 1, donc le premier chiffre, en fait, il n'a que deux étapes possibles. Et donc, quand on est arrivé à 1 et qu'on veut augmenter le nombre, eh bien, on fait repasser celui-là à 0, et c'est ici qu'on fait basculer de 0 à 1. Ce qui fait que ce chiffre-là, il ne va pas avoir un poids de 10, comme en base 10, mais seulement un poids de 2. Alors, parce qu'il correspond à deux basculements des unités. Donc son poids, lui, c'est 2. Les unités, enfin ce chiffre-là, le poids, c'est 1. Pas de problème. Et celui-là, le chiffre, voilà, ça va aller, il va avoir un poids de 4, et si j'en rajoutais un ici, il y aura un poids de 8. C'est-à-dire que les poids, à chaque fois, ils sont multipliés par 2. Quand on veut l'écrire bien, on dit que le poids, ici, c'est 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3. On serait en base 10, on écrirait 10 puissance 0, 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3. Ok ? Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on progresse dans les chiffres, ici, le poids est multiplié par 2, et non pas par 10 comme en base 10. Voilà, il n'y a que ça à retenir pour le moment. Alors pourquoi ça va correspondre à ce qu'on a ici? Bien, regardez ce qu'il y a ici. La tension ETH', là, elle est faite par V0, V1 et V2. Et vous voyez, à chaque fois qu'on progresse dans les V, là, eh bien, le poids est multiplié par 2. On retrouve cette logique de multiplication par 2. Là, V0 a un poids de 1/8. Et pour passer de 1/8 à 1/4, j'ai multiplié le poids par 2. Et encore, j'ai multiplié par 2. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de s'arranger pour que V0, V1 et V2 soient pilotés. On va laisser tomber celui-là, parce que nous, on n'a que 3 générateurs. On en visera, je ne vais pas mettre là. On va s'arranger pour que V0, V1 et V2 soient pilotés par la valeur de ces chiffres binaires. Ces chiffres binaires, on appelle ça des bits binaires. On va appeler celui-là B0, celui-là on l'appelle B1, et celui-là, on l'énumère en fait. B2. Okay. Et on sait que B0 doit avoir un poids 2 fois plus faible que B1. Et bien on va s'arranger pour que B0 pilote la tension V0 qui a un poids 2 fois plus faible que B1. Pilote, je vous dirai précisément ce que ça fait. Et pareil, B1 lui va être relié à V1 et B2 lui va piloter V2. Alors ensuite, je vous ai dit qu'il faut que la tension sortie soit proportionnelle au nombre binaire qui est ici. Donc en fait, on va prendre une règle de conversion très simple. Ce nombre-là, je veux qu'il ait un poids de 1 volt dans le résultat. Donc celui-là, il faudra qu'il ait un poids de 2 volts et celui-là un poids de 4. Si je veux que B0 ait un poids de 1 volt, ça veut dire quoi? Alors mettons ici, je vais pas mettre comment dire? On va dire que si B0 vaut 0, V0 sera égal à 0. D'accord?
On va s'arranger, et si B0 vaut 1, V0 sera égal à 8. On va le prendre égal à 8, parce que comme ça fera 8 sur 8 et ça fera 1 volt. Ok? Comment on fait ça électriquement? V0, je veux que ça vaille soit 0 volt, soit 8 volts. C'est ce qu'on a dit. J'efface. Je ne mets plus un générateur, je mets un commutateur ici. Qui va choisir entre 0 volt. 0 volt c'est un générateur tension nulle, c'est un fil. Soit un générateur ici qui fait 8 volts. Ce qui va piloter la position du commutateur, c'est B0. S'il vaut 0, bah, je connecte au 0. S'il vaut 1, je connecte au 8 volts. Et ça y est, c'est bon. Mon V0 a un poids de... Non. 1 volt au fil. Sur la tension ici qui en sort. Ok. Voilà. Après, qu'est-ce que je fais? Eh bien, maintenant, je veux que le V1, lui, il ait un poids de 12. Donc un poids de 2 volts. Donc si je veux qu'il ait un poids de 2 volts, eh bien, il faut que ce terme-là vaille soit 0, soit 2. Pour qu'il vaille à 2, il faut que V1 soit égal à 8. Donc comment je fais ça ici? Hop, je choisis entre du 0 volt ou du 8 volts. Et je fais piloter ça par V1. Et enfin, V2, je veux lui qu'il ait un poids de 4, 12. 4, le 12. Et bien, soit je le mets au 0 volt, soit toujours comme l'autre, je le mets au 8 volts, parce qu'avec 8 volts, divisé par 2, ça fera bien un poids de 4. Ouais. Et bien là, j'ai une première allure de convertisseur numérique analogique. Les nombres binaires, ils arrivent ici sur les commutateurs. Et la tension que je récupère ici, elle est égale en volts à la valeur du nombre binaire. Donc j'ai un premier convertisseur. Oui, moi, pourquoi je peux pas l'avoir la vie. Parce que ça, tu es d'accord, c'est la source de tension V2. Hein? Il vaut soit 0, soit 8. Alors regarde dans la formule là. V2, s'il vaut 0, ce terme vaut 0. S'il vaut 8, ce terme vaut 8 sur 2, ça fait 4. Du coup, si j'ai bien compris, dans notre petite patate, on va pouvoir faire un repère précis. Exactement. Je vais aborder ça juste après. Pas tout de suite, mais on va parler. Donc, avant de faire ça, vous voyez que dans ce circuit, eh bien, il y a 3 générateurs de 8 volts identiques. Et en plus, si on veut être précis, ça serait bien que les 8 volts soient vraiment bien les mêmes. Ce serait dommage que celui-là soit 8,5, que celui-là à 7,5 et celui-là à pas 8. Et bien, il y a une façon économique de faire que tous ces générateurs aient vraiment la même tension, rigoureusement la même. C'est quoi? Ben, ça ne sert à rien d'avoir 3 générateurs de 8 volts. On en met un et on le distribue. Le potentiel à 8 volts, on distribue par contre. Donc en fait, dans le réseau R2R, ou dans un convertisseur analogique numérique, en fait, il n'y a toujours qu'un seul générateur de référence. Donc ça, c'est un convertisseur numérique analogique 3 bits, parce qu'il est capable de convertir des nombres binaires de 3 bits. Quand on convertit des nombres binaires de 3 bits, sur 3 bits, on peut coder combien de combinaisons possibles? Voilà. Alors pas beaucoup, parce que au minimum, ce chiffre, il vaut 0. Et au maximum, si je mets des 1 partout, là, il vaut 4, plus 2, plus 1, 7. Donc de 0 à 7, ça fait 8 combinaisons. Donc ce convertisseur numérique analogique, il n'est pas très précis parce qu'il peut coder que 8 valeurs analogiques. D'accord? Si vous codiez le son avec ça, vous reconnaîtriez un petit peu la musique, les sons, mais il y aurait plein de crachouillis, plein de défauts. D'accord? Quand on veut faire du son de bonne qualité, on augmente le nombre de niveaux codables. Et pour augmenter le nombre de niveaux codables, en fait, on augmente le nombre de chiffres binaires.
En qualité CD, est-ce que vous savez combien il y a de chiffres binaires? Au moins 60, non? Non. Presque. Alors en qualité CD, c'est des convertisseurs 16 bits. Et là, vous allez voir, la précision devient énorme, parce que le nombre de plages de niveau codage, ça devient 2 puissance 16. Ça fait combien la machine de puissance 16? 65 536 niveaux. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mettons que vous avez un signal qui arrive sur les plaques jusqu'à 65 volts. Vous avez arrivé à être précis à 1 millivolt. 1 millivolt, 65 volts sur un haut-parleur, c'est du genre 120 décibels. Et 1 millivolt sur un haut-parleur, vous l'entendez même pas. Donc là, le défaut est imperceptible. C'est de la très bonne qualité. 16 bits, ça ne sert à rien d'aller au-delà. De toute façon, vos oreilles n'entendraient le petit défaut est complètement inaudible. Okay. Alors vous voyez que dans les convertisseurs numériques analogiques, d'un P3, le circuit là, il est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que ce système-là, il faut le faire 16 fois. Donc vous avez un réseau R2R à 16 commutateurs. Et si jamais, en fait, est-ce que c'est compliqué d'analyser ce circuit à 16 commutateurs? Si on le fait par la méthode générale, c'est quasiment impossible d'avoir un résultat. Parce que si on analyse ce circuit par la méthode générale, on obtient 16 équations à 16 inconnus. Et là, on n'y arrive jamais. Par contre, le raisonnement qu'on a fait pour remplacer déjà tout ça par un générateur de Thevenin, ensuite on peut le chaîner. C'est-à-dire on remet une cellule comme ça, et puis on prend le générateur d'avant, et puis on rajoute, et on obtient le nouveau générateur, etc. Et là, avec l'esprit, on arrive très bien à construire ce que ça va faire quand il y aura 16 cellules de réseau R2R. À chaque fois, on va faire le TH suivant, c'est le TH d'avant, plus le nouveau générateur divisé par 2. Et de proche en proche, on verra que ces poids multipliés par 2, là, c'est la logique de ce réseau. Tout le temps. Oui? Non, il y a une question? Allez, je termine sur un petit autre détail. Je dis que pour faire du son, il faut envoyer des nombres binaires, mais il ne faut pas en envoyer qu'un. Il faut qu'il y ait des nombres binaires qui se succèdent pour que la tension change au cours du temps. Pour restituer fidèlement du signal audio, est-ce que vous savez combien il faut faire de conversion par seconde? Très relatif. Enfin oui, vous allez trouver ça énorme, je pense. Mais en fait, pour l'électronique, c'est pas énorme du tout. Donc en fait, le son, vous savez, c'est des sons, les fréquences les plus élevées, c'est à 20 MHz. Et il y a un gros théorème mathématique qui s'appelle le théorème de Shannon, qui dit que pour sortir correctement du 20 MHz, il faut envoyer des échantillons, enfin des valeurs numériques, 2 fois plus rapidement que le 20 MHz, c'est-à-dire à 40 MHz. C'est-à-dire 40 000 fois par seconde. Donc les fréquences d'échantillonnage sont au-dessus de 40 000, en général c'est 44 000. Donc ces convertisseurs numériques analogiques, ils sont capables de convertir 44 000 nombres binaires par seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces interrupteurs-là, c'est pas une tige métallique qui se balade entre deux contacts. Ça pourrait jamais bouger 44 000 fois par seconde. En fait, ces commutateurs-là, ils sont électroniques. Ils sont faits avec des transistors. Et les transistors, c'est des composants électroniques qu'on étudiera au deuxième semestre, qui sont capables de commuter. Alors, eux, commuter 44 000 fois par seconde, c'est de la rigolade. Dans les ordinateurs, vous connaissez les fréquences d'horloge des ordinateurs? C'est en gigahertz. C'est en milliards de hertz. Donc 40 000 fois par seconde, c'est pas grand-chose. Alors, par rapport à certains, sachant que les ordinateurs, on arrive à faire des milliards de fois par seconde. Okay. Voilà, c'est pas mal, ça, vous voyez, ça permet de faire un exercice d'électricité et ensuite de comprendre une application directe de cet exercice d'électricité. La valeur de la résistance, en fait, ça n'a pas tellement d'importance. En fait, c'est intéressant ce que tu dis.
Généralement, on s'arrange pour qu'il n'y ait pas des courants trop gros et qu'il y ait des puissances mises en jeu trop importantes. Et puis on s'arrange quand même pour que les résistances soient faites par rapport au courant de fuite qu'il peut y avoir dans les commutateurs quand ils sont les transistors, là je dis c'est les interrupteurs, mais quand ils sont ouverts, il y a toujours une petite fuite aussi, donc il faut que les fuites soient négligeables. Mais quand on résiste au circuit, je ne sais pas, la résistance ça fait peut-être 10 kΩ par exemple. Mais en fait, quand on produit le circuit, on est incapable de dire précisément ça sera 10 000,00 kΩ. Par contre, comme ces résistances sont faites dans un circuit intégré, on sait garantir de manière très très précise qu'elles ont toutes exactement la même valeur, ou valeur boîtier. Parce que ça, on sait être très précis là-dessus, non pas sur les précisions absolues, mais les précisions relatives entre les résistances. Donc ça, on sait faire des trucs hyper précis. Très important. Ok. Allez, donc jusqu'à cet exercice, ça constitue votre programme de révision pour le DS de mardi prochain. Je vous enverrai cette semaine le sujet de l'an dernier avec un corrigé pour que vous fassiez une très bonne idée de ce que j'attends de vous. On a fait à distance, c'est vraiment ça ou pas? On a fait à distance, c'est l'identificateur, je sais pas quoi. Alors pour le moment, il y aura sûrement un contrôle, mais pour le moment, c'est indépendant. D'accord? Les amplificateurs, c'est le cours d'électronique. Il va utiliser le cours d'électricité, le cours d'électronique. Et pour le moment, c'est que les 8 exercices du facile. Les TD. Est-ce qu'il faut les TD? On a fait plus de TD là, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, surtout quand vous prenez vos exercices de TD là, il faut que, en les regardant, vous vous souveniez comment on est là. Et bien, le jour de du DS, tu vas être bloqué. Mais c'est votre boulot. Votre boulot d'étudiant, c'est d'essayer de savoir refaire. Si vous ne savez pas tout refaire, vous n'aurez pas 20 sur 20. Si vous ne savez rien refaire, vous aurez 0. Donc c'est bien de savoir faire un peu.